Oyez, gentes dames, damoiseaux et serfs, je vais vous conter l'histoire vraie de guerriers sans peur, mais avec quelques reproches. Chargeant l'ennemi, lance au poing, sauf quand ils engagent de violents et sanglants corps à corps. Et courtisant, parfois, si l'envie leur prend, leurs gentes dames. Vous l'avez sans doute deviné, aujourd'hui viennent les chevaliers. Ils fascinent nombre d'entre nous, à juste titre, mais ne se limitent pas à l'image romanesque que l'on en a, loin de là. La réalité de ces guerriers du Moyen-Âge, car on a bien vite tendance à l'oublier, il s'agit avant tout de guerriers et leur histoire commence par là, ne correspond pas toujours à ce que l'on se plaît à penser. Alors première question, lorsque l'on parle des chevaliers du Moyen-Âge, de quoi parle-t-on en réalité ? C'est une notion plus complexe à cadrer qu'on ne l'imagine puisque tous les auteurs ne s'accordent pas sur la chose. Néanmoins, il y a une base commune à tous qui peut paraître évidente, un chevalier médiéval doit être avant tout un guerrier à cheval. Ensuite, la notion a évolué dans le temps, comme je vais vous le faire découvrir. Seconde question, d'où viennent les chevaliers ? Les hypothèses quant aux origines des chevaliers sont multiples. Certaines hypothèses estiment que le concept de chevalier remonte à la Rome antique et estiment que la classe sociale des equitis romains, parfois traduits en chevaliers romains, sont l'origine bien que très lointaine des chevaliers médiévaux. D'autres préfèrent faire le lien avec les cavaliers carolingiens. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme de carolingien, cela désigne une période historique en France et en Europe dominée par la dynastie des rois fondée par le père de Charlemagne. On parle ici d'une période s'étalant du 8e siècle après Jésus-Christ à la fin du 10e siècle. Ces hypothèses ne sont après tout pas tout à fait contradictoires et le flot ininterrompu de l'histoire n'exclut pas qu'elles se soient d'une manière ou d'une autre rencontrées. Le plus important néanmoins est de remettre le concept de chevalier dans son contexte, c'est-à-dire le Moyen-Âge. La notion de chevalier, je le redis, a en réalité été évolutive et sujette à interprétation. On commence néanmoins à véritablement parler de chevalier médiéval à partir du 10e voire du 11e siècle selon les auteurs. En revanche, le chevalier de l'époque n'est pas celui auquel vous pensez naturellement. Ces hommes, loin d'être de nobles et fiers guerriers dopés par leurs idéaux, leur courage et leur foi, sont des professionnels spécialisés dans le combat à cheval, à la réputation de brutalité dont les actions ne reluisent guère par rapport à leurs camarades troupiers. Ils sont d'ailleurs souvent issus de relativement basse extraction, sans pour autant être pauvres car il fallait être en mesure de s'équiper seul et de disposer d'un cheval pour être chevalier. C'est dans ce premier temps, et ce jusqu'au début du XIIe siècle, vous l'avez noté, cela coïncide avec l'émergence des croisades, que les chevaliers sont des guerriers pas forcément nobles, mais forcément à cheval, avec ou sans cérémonie d'adoubement. Cérémonie quasiment toujours laïque au Xe siècle, puis qui devint religieuse par la suite avec l'acceptation de la violence pour défendre l'église chrétienne et Dieu, chose qui était totalement exclue jusque-là. D'ailleurs, l'ami Hero.com explique ce processus dans sa vidéo qui contextualise les croisades, je vous ai mis le lien en description. C'est à partir de cette période que l'on parle de Miles Christi, qui signifie soldat ou chevalier du Christ, selon le contexte entourant le mot. Un certain Bernard de Clairvaux en fera même un ouvrage. Vous le voyez donc, l'Église s'en mêle et tente de canaliser la violence de ses guerriers en leur confiant le rôle de défenseur de la foi chrétienne et de ses idéaux, mais pas uniquement. Ils sont aussi érigés en protecteurs du peuple de Dieu et des biens de l'Église. Ces éléments impliquent théoriquement le respect d'un certain nombre de valeurs et donc d'une éthique. Chose qu'ils auront initialement bien du mal à faire appliquer, c'est le moins que l'on puisse dire, mais qui exaltera néanmoins la condition du chevalier. Dans le courant du XIIe siècle, les choses changent et l'on entre dans une seconde phase. Beaucoup d'éléments jouent, le principal étant que la noblesse, éduquée et à laquelle on inculque un certain nombre de valeurs telles que l'honnêteté, la moralité, la probité et la respectabilité, s'approprie la chevalerie. Il faut désormais de plus en plus et à quelques exceptions près être d'ascendance noble pour pouvoir devenir chevalier. Vous les sentez poindre les bouts de leur fier nez à ces lancelots et autres galades ? Eh bien vous avez raison, car le phénomène se déroule dans un contexte où l'équilibre entre la noblesse, le pouvoir clérical et le pouvoir central est en train d'évoluer, poussant chacun à réévaluer son rôle dans la société. Mais ce n'est pas tout, cette agitation s'accompagne notamment de l'arrivée des chansons de geste en langue dite vulgaire et de l'amour courtois. Les chansons de geste, comme la fameuse chanson de Roland, mettent ainsi en avant des exemples de chevaliers aux profils et vertus variés, mais toujours idéalisés et exemplaires auxquels les nobles veulent ressembler. Tandis que de son côté, l'amour courtois met en avant les histoires d'un amour consenti entre un homme et une femme, où l'homme, respectueux des volontés de sa dame, la conquiert par ses prouesses physiques, ses paroles habiles et ses élégantes intentions. Ne vous y trompez pas, c'est un concept sacrément moderne à une époque où le rapport homme-femme n'était pas franchement équilibré. Par ailleurs, la valorisation de la fidélité d'un chevalier envers son seigneur, c'est-à-dire du lien féodal, permettait à la noblesse de fonctionner. C'est tout naturellement que la notion se fera une place parmi les idéaux des chevaliers. Il est utile de préciser que malgré cela, dans leur riche histoire, tout chevalier n'est pas vassal. Certains, sans pour autant être une norme, sont même des mercenaires. Quand je vous dis que la notion est évolutive et sujette à interprétation, en voilà une nouvelle illustration.
C'est donc à la fin de cette phase-là que le chevalier, du moins son idéal, devient le héros que l'on connaît et devient bien plus qu'un simple professionnel de la guerre. Le chevalier parfait est dès lors un modèle de vertu principalement chrétienne, de courage et de fidélité à son seigneur. La chevalerie rentre dans la troisième phase de son développement dès la fin du XIIe siècle et durant tout le XIIIe. La notion est cette fois bien plus codifiée et verra tout autant de grands chevaliers dont l'histoire de certains nous sont parvenus comme Guillaume le Maréchal et des traités passionnants tels que le Libre de l'Orde de Cavalleria, le livre de l'ordre de la chevalerie, de Raymond Lully ou Raymond Lulle, pardonnez la prononciation. Cette codification, héritée des deux phases précédentes, fait du chevalier d'une part un guerrier à cheval redoutable et décisif comme à la bataille de Bouvines où la chevalerie française est clé à la victoire du royaume de France face au Saint-Empire romain germanique et ses alliés, et d'autre part un exemple moral pour la société de l'époque. On parle dès lors de l'âge d'or de la chevalerie. Par la suite, dans le courant des XIVe et XVe siècles, ces guerriers, terrifiés à l'idée d'être traités de couards, motivés par l'honneur et par leur propre gloire, se montrent tout aussi fiers qu'indisciplinés. La guerre de 100 ans et les différents désastres français en sont une excellente illustration. Les chevaliers ne sont plus aussi décisifs qu'ils l'étaient par le passé sur le champ de bataille. Durant ce conflit, tandis que les Anglais s'accommodent bien volontiers d'une analyse moins chevaleresque mais rationnelle de leur situation, les chevaliers français, fiers et fidèles aux idéaux chevaleresques développés par le passé, sont vaincus. Au cours de cette période où les tactiques changent et les armes évoluent, la chevalerie entame son déclin. Cherchant à s'adapter, l'équipement des chevaliers du XVe siècle en font de véritables chars d'assaut humains, bien difficiles à arrêter une fois lancés. Malgré ces évolutions, c'est à la toute fin du XVe siècle et au début du XVIe que les chevaliers en tant que tels connaissent leurs dernières heures, du fait, entre autres, de l'arrivée des armes à feu. Néanmoins, la valeur symbolique du chevalier se perpétue et évolue dans le courant des siècles suivants, notamment au travers de la création d'ordres de chevalerie à vocation davantage honorifique que guerrière. C'est donc de ce tout que nous avons hérité aujourd'hui. Vous avez sans aucun doute pu le percevoir, les chevaliers médiévaux laissent bien plus qu'une simple trace dans l'histoire et leur esprit continue encore de nos jours de flotter sur nos civilisations. Sans même évoquer les ordres religieux de chevaliers, il y a encore beaucoup à dire à leur sujet, que ce soit concernant leur mode de vie, leur passe-temps favori en dehors des campagnes militaires, notamment les tournois, l'adoubement, le parcours requis pour devenir un chevalier du XIIIe siècle, et bien plus encore. Mais ce serait là entamer un nouveau fascinant sujet. Avant de quitter notre castel, n'oubliez point le pouce azur ni de vous abonner tout en activant le petit tocsin pour ne point rater notre prochaine balade. A très vite.